Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Yeah. Jack Miller nudging him wide as well. The start. Contact! Miller and Mir, side to side. They Big bash into each contact. other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Bonjour à Zarco. tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, c'est le numéro 124 et on va parler du 14e Grand Prix de la saison 2022. Grand Prix qui a eu lieu sur le circuit de Misano en Italie et qui marque la fin de la carrière en MotoGP pour Dovizioso. Pour m'accompagner cette semaine, Olivier. Bonsoir Olivier. Salut Ophélie, salut à tous. Ça va ? Ça va et toi ? Bah très bien. Et celui qu'on ne présente plus et qui me prête gentiment sa place ce soir, Cyril. Bah salut Ophélie, salut à tous. La grande forme. Tu t'es pas trop endormi devant les courses quand même ? Non, mais j'ai encore des souvenirs de tronçonneuse savoyarde, ça m'a fait plaisir. C'est vrai que c'est ton retour de vacances avec nous. Ouais, c'était cool. Et on commence avec le gagnant du jeu Twitter, c'est Alain Lebèche qui va pouvoir crâner avec des beaux goodies C'est qui en pôle. N'hésitez pas à participer à notre jeu concours tous les week-ends de courses sur Twitter. Alors avant le lancement des news, on va quand même rendre hommage à Dovizioso et pas uniquement pour faire plaisir à Pierre. Olivier, tu peux nous donner 2-3 trucs sur son palmarès. Il a jamais été champion du monde en catégorie reine et pourtant il a quand même fait des trucs... Il fait partie des meilleurs talents de sa génération, donc on t'écoute. Ouais, il a eu un titre de champion en 125 cm3 sur Honda, c'était en 2004. Parmi ses concurrents à l'époque, il y a des beaux noms, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Bautista. Enfin voilà, on voit un petit peu la génération à laquelle il appartient. Il arrive en catégorie reine en 2008 à 21 ans chez Honda. C'est là qu'il adopte son numéro 4. Il retrouve d'ailleurs son ancien concurrent de 125, Casey Stoner, qui entre-temps lui est devenu champion du monde de la catégorie reine l'année précédente. Et cette première saison est pas dégueu pour Dovi puisqu'il finit 5e au championnat quand même, ce qui est pas mal. Et l'année d'après, il remporte même son premier GP à Silverstone, et sous la pluie. En 2011, toujours sur Honda, il monte à la 3e place du podium en fin de saison. Et puis après un bref passage chez Tech 3, il est engagé par Ducati en 2013, qu'il ne quittera qu'en 2021. Sur cette saison, avec Ducati, du coup, il fait 14 victoires et aussi 14 fois deuxième. Et ses 3 meilleures saisons sont incontestablement 2017, 2018, 2019, où il finit 3 fois vice-champion du monde derrière un certain Marc Marquez. Après un bref arrêt poussé vers la sortie par les jeunes pousses, il revient en fin de saison 2021 chez Petronas, requalifié RNF cette année, la team satellite de Yamaha. Un retour qu'on pourrait qualifier de compliqué, et je me souviens d'ailleurs, et je pense que vous vous en souvenez aussi, m'être demandé à l'époque ce qu'il allait faire dans cette galère. Ça n'enlève rien au talent du gars, évidemment. De toute façon, pour faire 346 départs, 103 podiums, 20 pôles et 24 victoires dans 15 en catégorie reine, faut pas être un peintre. En effet. Merci Olivier. Cyril, t'as un mot à dire sur Dovizioso avant qu'on passe aux news ? Ouais, moi Dovi, c'est un pilote que j'ai toujours bien apprécié pour 2 raisons. La raison principale, c'est quand même ce qu'il a fait chez Ducati. Parce que quand il prend le pari en 2013 d'arriver et de prendre la place de Rossi, l'écurie elle est sportivement quasiment au plus bas parce que ils arrivent vraiment pas à sortir la tête de l'eau et il va vraiment réussir avec l'équipe à construire une moto très très compétitive. Et effectivement, c'est aussi la malchance, parce que effectivement, il a eu beaucoup d'opportunités pour être titré. Mais bon, évidemment, il y avait Marquez dans le coup, mais il y a eu souvent des chutes. Il s'est fait shooter plusieurs fois par d'autres pilotes. Et c'est un pilote qui a toujours été fair play, je trouve. Et il n'y a jamais eu de rancœur. Et c'est vrai que c'est la fin de carrière, elle est un peu douce amère parce qu'on aurait voulu que ça se passe mieux. Et de toute façon, chez RNF avec Yamaha, ça s'est jamais bien passé, donc ça aurait été compliqué au niveau des relations, c'était compliqué. Mais ouais, c'est un pilote qui est super attachant, quoi. Donc ouais, après c'était de toute façon le temps qui parte parce que les résultats étaient plus là, quoi. Ouais, non, c'est clair. De toute façon, il fait partie, c'est l'un des derniers de la génération de Rossi. Après, il reste plus qu'Espargaro de cette génération. C'est la promo 2010, il me semble. Donc, il était temps qu'il parte parce que de toute façon, il est revenu, mais on l'a pas vu de la saison. Donc,
enfin pour moi c'est comme s'il n'était pas revenu, et on l'a déjà dit plusieurs fois depuis le début, c'est que c'est un peu du gâchis de l'avoir mis ici, et enfin pour moi en tout cas il est revenu histoire d'avoir une moto, et c'est triste à dire mais ça a rien donné, donc je pense que c'était la meilleure décision pour lui de partir et d'aller s'essayer au motocross comme il a envie et comme il a dit dans les médias ces derniers jours. Ouais, après son retour chez RNF, tu peux pas passer à côté des circonstances, dans le sens où c'est le jeu de domino avec le départ de Vignales qui fait monter Morbidelli. Du coup, il y a une moto de libre, et lui, il est retraité depuis 6-8 mois. Donc forcément, quand tu peux pas les piocher en Moto 2, tu penses à ceux qui se sont arrêtés, on va dire, il y a peu. Donc il était dans la shortlist, et il tente le coup, et c'était compliqué, quoi. Et puis c'était une retraite pas volontaire non plus, donc je pense qu'il s'est dit allez, je peux revenir, je le fais, quoi. Il y aurait beaucoup à dire sur sa fin de carrière chez Ducati, quoi, qui a été c'était un petit peu dommage, parce que c'est pareil, en 2020, moi je pensais que ça allait être soit son année, soit l'année de Vignales, et voilà, ça aurait été mieux. Qui l'eût cru. Voilà. Ça mériterait un épisode entier pour le plus grand plaisir de Pierre, ça. Ouais, Pierre, il peut préparer tout ça sans problème. Ah oui, si vous voulez, on avait présenté un petit peu Dovi, puisqu'à l'époque, au lancement du podcast, on faisait le numéro du numéro, et évidemment, dans le numéro 4, on avait parlé de Dovi. Et alors, le numéro 4 date de 2017, donc évidemment, le palmarès, il l'a construit en MotoGP, principalement après. Donc, vous aurez quelques petites minutes. À l'époque, c'était Steph, qui était au podcast avec moi. Côté news, Cyril, est-ce que tu veux nous présenter les petites catégories pour tout ce qui s'est passé ces derniers jours ? Ouais, donc en Moto E, on a Bradley Smith qui est absent du GP. On y reviendra un petit peu plus tard parce que c'est le dernier GP de la saison. Andrea Mantovani remplacera le pilote de l'équipe With You GRT RNF comme précédemment au Mans et au Mugello. Et en Moto 3, on a David Munoz qui signe pour un an de plus chez BOE. Donc va falloir l'année prochaine, sur une saison pleine, confirmer toutes les belles promesses de cette saison. Pas trop mal parti. Hein, il est pas trop mal parti. Hein. Ouais, ça va. Hein. Il y a pire. Il y a pire, ouais. Et Denis Sonchou Chouchou qui s'est blessé à l'épaule en enduro, dis donc. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, mais ça l'a pas beaucoup dérangé, visiblement. Non, on va le voir tout à l'heure, mais ouais. Grâce à Dieu, comme dirait l'autre. Laisse Dieu en dehors de ça. Non, c'est quand même un malade d'avoir roulé ce week-end. Ouais. On en reparlera tout à l'heure avec le débrief, mais chapeau. Côté Moto 2, il y a eu une annonce de confirmation d'officialisation de team cette semaine, et même pas cette semaine, ce week-end, pour la VR46 qui continue avec Vietti et Antonelli. Vietti, chose qui se comprend vu les résultats malgré la deuxième partie de saison un peu en dents de scie. Un peu moins compréhensible pour Antonelli qui n'a pas fait un seul top 10, qui n'a pas marqué un seul point depuis le début de saison. Donc ça, c'est un peu le camoulox pour moi. Bon, ils essayent peut-être de construire quelque chose, ça c'est pas déconnant. Ouais, mais pour construire quelque chose, faut quand même faire des résultats. Je crois qu'il a pas son meilleur résultat, c'est pas mieux que 13e depuis le début de saison, c'est quand même c'est pas fou, hein. Ouais, c'est pas fou, et en plus oui, c'est sûr. C'est sûr, après c'est peut-être des histoires de contrats des histoires de contrats en interne qu'on connaît pas, mais quand tu te bases sur les stats, c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Ouais. Comme quoi il y a pas que ça qui compte, quoi. Ouais, c'est plus sur un potentiel qui joue plus que sur enfin là, surtout en Moto 2, c'est plus sur un potentiel que sur des résultats, parce que ils savent très bien que les gars, dès qu'ils sont champions du monde, ils partent en GP, donc ce qui est pas forcément une bonne chose. Ce qui est pas forcément une bonne chose, effectivement. C'est pour ça que moi, de mon côté, je trouve que garder Vietti encore une année en Moto 2, c'est une bonne chose, parce qu'il a encore pas mal de choses à apprendre. Mais en tout cas, moi, c'était une bonne nouvelle pour moi ce week-end. Ça veut dire que je vais continuer à avoir Vietti encore une saison. De toute façon, tu l'aurais vu soit en Moto 2, soit chez les gros, quoi. Oui. Ouais, ça aurait été précipité quand même en Vietti en MotoGP. Oui, clairement. Non, faut construire. Non, c'est clair. Toi, après, comme ça, tu peux envoyer des Bezeki en MotoGP, quoi. Ouais, et qui font des saisons de rookie. Il fait une bonne saison, hein, pour un rookie. Il est mûr, hein.
Côté silly season, encore, on passe à la MotoGP. On a eu l'officialisation, celle qu'on attendait un peu tous, avec le choix entre Martin et Bastianini. C'est donc Bastianini qui a signé chez Ducati officiel pour la saison prochaine, ce qui a permis à Pramac de confirmer Zarco et Martin encore pour une saison. Donc ça, c'était du côté des Ducati. Et on a eu l'officialisation de Mir chez Honda et l'officialisation de Oliveira et Fernandez chez RNF Aprilia. Moi, de mon côté, je trouve que c'est pas mal d'avoir Oliveira et Fernandez du côté RNF parce que ça leur donne un pilote qui a du potentiel et qui sait piloter une moto correcte. Et Fernandez, pour moi, c'est un peu la deuxième chance de montrer ce qu'il vaut. C'est le champion mental... moral. Ouais. Le champion moral de la saison dernière, il est temps qu'il nous montre ce qu'il vaut sur une moto. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne chose. J'ai trouvé que cette semaine, c'était les annonces plutôt bonnes nouvelles. Alors que, la semaine d'avant, on avait eu Paul Espargaro chez KTM. Paul Espargaro, voilà. Il pourrait partir en Superbike, ça m'intéresserait pas plus que ça. Non, ça m'intéresserait pas plus que ça. Enfin, si ça changerait pas mal de choses, ça ferait une moto de plus à distribuer. Mais non, là le seul point qui m'a un peu étonné, c'est la réaction de Martin à l'annonce de Bastianini, parce que franchement, au vu des résultats, autant tu pouvais avoir des doutes après 3 ou 4 courses. Autant là, une fois que tu as passé la mi-saison, que tu vois tout ce qui se passe, clairement, Bastianini est largement au-dessus de Martin. Il a mal réagi, Martin, peut-être redire pour ceux qui n'auraient pas suivi sa réaction. Là, oui, il était un petit peu vexé, quoi. Ouais, il était un peu vexé parce qu'en début de saison, il a dit en début de saison, on avait parlé de monter en écurie usine, c'était fait à 100%. Etc. Et puis là, le choix, il est un peu différent. Il a dit qu'il avait aussi, étant donné que la signature se faisait pas, il avait contacté d'autres marques. Après, le dire maintenant, je vois pas l'intérêt. Après, ça fait partie d'une certaine franchise, peut-être. Après, voilà, Martin, faut rester sur tes roues, faut faire des podiums, des victoires comme Bastianini, et puis on pensera peut-être à toi. Ouais. Je l'aime beaucoup, Martin, parce que c'est un pilote qui est très agressif. Mais même si Bastianini, il manque de constance, je trouve, le fait d'arriver chez des officiels, ça peut lui apporter un soutien, on va dire, plus régulier de la part de l'équipe technique. Et à mon avis, ça va aller avec des résultats plus réguliers et au niveau de la performance. C'est-à-dire que c'est un pilote qui sera certainement... je dirais pas sur le podium sur toutes les courses l'an prochain, quoi, mais faudra penser à lui et puis voilà, quoi. Ouais, et puis en plus de ça, après on le verra dans le débrief de MotoGP, mais ça va sûrement lui enlever une pression pour la fin de la saison. On l'a vu encore ce week-end, il est capable de faire de belles choses, donc ça, je pense que ça va être intéressant de le voir sur une Ducati, enfin officielle en l'occurrence. Le fait d'être chez une officielle, ça implique beaucoup d'autres choses sur le plan marketing, communication, etc. Oh, ils en ont rien à foutre. Oui. Non, mais sérieux, ils en ont rien à foutre. Moi, je trouve que effectivement, c'est ce qu'on avait tendance à se dire, mais je me rends compte. Là, je sors un peu du sujet, mais je me rends compte que il y a pas tant de choses que ça. Ils ont quand même une liberté qui est assez large. Mais je veux dire par rapport aux événements, à la représentation de la marque, il y a. Je parlais de la représentation de la marque. Tu parlais de ça. Ouais. Enfin, il y a beaucoup plus d'événements, il y a beaucoup plus de déplacements, il y a beaucoup plus de signatures de trucs, de machins. Ouais. On sait que ça convient pas forcément à tous les pilotes. Bon, lui, il a signé tout de suite, il a eu raison. Hein. Je lui reproche absolument pas d'être d'accord pour aller chez l'officiel. Hein. Mais ça fait aussi partie du package, quoi. C'est pas juste il prend la moto rouge et puis banco. Il y a tout un truc autour. Oui, puis t'as des pilotes qui ont pas envie de se faire chier avec ça. Zarco, il le dit lui-même, clairement, que ça lui va très bien de rester dans un team annexe. C'est exactement un jeune que je pensais et lui a priori ça le gêne pas s'il a signé chez officiel. Ouais. Ou puis vu ce qu'il arrive à faire avec la Pramac. Oui. Ouais, côté silly season aussi, on a l'énorme rumeur, mais dont on se doute un peu tous et qui risque d'être signée et officialisée bientôt, c'est potentiellement l'arrivée d'Augusto Fernandez en MotoGP. Et il nous restera que la place de Nakagami et après la grille sera définitive pour l'année prochaine. Donc après c'est ça plein. prend forme. Il me semble, ouais.
Mais bon, on se doute que ça sent Fernandez dans les parages. Ce qui va se passer chez KTM et GazGaz, ça va être fortement dépendant de ce que va faire Pedrosa en intersaison. Parce que de toute façon, voilà, ça fait 2 ans de suite qu'il se foire. Donc, bah, ça serait bien que ça change un peu, quoi. Ouais, ou qu'ils changent de pilote test à un moment donné si ça fonctionne pas. Hein. KTM, ils préfèrent gicler leur pilote officiel, c'est plus rigolo. Oui. Ça a plus d'impact médiatique. C'est pas professionnel ce que tu dis, Cyril, attention. Ouais, mais je suis pas professionnel. Non, voilà, c'est un point que j'avais pas mis, mais effectivement, c'est un point qui m'a bien énervé ce week-end. C'est tout le ping-pong de presse par presse interposée entre Gardner et les dirigeants de KTM en mode ils m'ont dit que j'étais pas pro, mais non, on n'a jamais dit ça. Ouais, c'est le bis carotte, c'est moi qui l'ai dit, quoi. C'est ça, c'est pas moi, c'est celui qui dit qui est, et puis voilà, ok, donc c'est très bien, écoutez, continuez à aller jouer avec votre caca, et on sera tous très contents. C'était l'instant glamour signé Cyril. Ah non, mais bon, après, faut arrêter de tourner autour du pot, quoi. Non, mais KTM, ils font que ça. Avant, c'était Aprilia, donc avait un comportement avec ses pilotes un petit peu brusque, on va dire. Ça s'est un petit peu calmé ces dernières saisons. Bah, KTM, c'est puissance 1000, quoi. Ce qui est assez surprenant en plus, parce que c'est pas du tout l'image du team qu'on peut avoir habituellement. C'est pas l'image qu'ils veulent faire ressortir quand ils donnent des interviews, etc. Donc moi, j'avoue que j'étais assez surprise. Après, vu le début de saison et la manière dont ils se comportaient dès le début avec Fernandez et Garner, je suis très peu étonnée, mais ouais, je suis d'accord avec toi que c'était vraiment dommage et que la com était vraiment mal foutue, quoi. Bah, la com est mal foutue. Après, le cas Fernandez, il a été expliqué aussi par Pete Bearer où effectivement, ils se sont pas cachés qu'ils avaient mis des clauses de malade pour faire cracher les pilotes si jamais ils voulaient quitter le giron de la marque. Et c'est ce qui se passe avec Fernandez cette année. Alors, on n'a pas eu le montant, mais ils se sont pas cachés d'avoir dit voilà, ce qui s'est passé avec Martin, ça nous a bien foutu les boules. Donc maintenant, les pilotes, on les verrouille comme des sagouins. Sauf que voilà, ce qui a été dit aussi et pas confirmé, c'est que Fernandez, il voulait le faire redescendre en Moto 2 et qu'au bout d'un moment, faut pas prendre les pilotes pour des cons, quoi. C'est pas des yo-yo, quoi. Et ils savent très bien ce qui va se passer, c'est que le prochain coup, un pilote, il va mettre dans sa clause, si tu me fais monter en MotoGP, tu pourras pas me rétrograder. Et puis voilà, puis on va continuer avec dans des clauses à la con où ça va se finir à la marelle sur la grille de départ. Voilà, c'est tout. Ouais, puis en termes d'ego, t'imagines, on te dit tu redescends en Moto 2, par contre on fait monter ton cousin à ta place. Je pense que l'ambiance dans les repas de famille, ça doit pas être ça après. Le cas Fernandez, c'est le pire que tout parce que ils le font monter en MotoGP parce que justement il y a des teams qui lui tournent autour pour le faire signer l'année d'après et ils se disent putain on va le perdre donc on le fait monter pour après le dire on va le faire redescendre. Faut arrêter de jouer avec les pilotes comme ça, quoi. Ouais, puis ils ont tout perdu au final donc. Au final tout le monde s'est barré. Après ça a coûté un bras à Fernandez. Hein. Ah bah j'imagine, ouais. Ça on le sait pas, mais à mon avis, pour racheter son contrat, il a vendu la baraque, quoi. Ouais, et puis encore, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, mais en plus, son contrat, il y a une clause qui concerne son frère, donc ça devait pas concerner que lui, les négociations de fin de contrat, là. Voilà, c'est ça. Bon, après... Ça nous ne regarde pas. Ouais, côté pilote, on a aussi un grand absent ce week-end en plus de Marquez, c'est Mir, suite à sa chute sur la dernière course sur laquelle il s'est fracturé la cheville. Donc il est remplacé par Watanabe. Et on avait une wildcard de Miguel Pirro chez Ducati pour le week-end. Donc ça, c'était les petites infos pilote absent et pilote remplaçant. Et niveau info un peu plus importante, on a Marc Marquez qui a effectué une visite médicale durant laquelle il a été déclaré apte à pouvoir conduire une moto. Il a effectué un test le 31 août sur une 600 CBR à Aragon et il nous fera l'honneur d'être présent au test à Misano ce mardi et ce mercredi. Donc ça, c'est une super nouvelle. Il me semble que
Olivier, tu avais des grosses infos à nous donner également. Oui, alors pour rester sur Honda, selon speedweek.com, on note nos sources, Takeo Yokoyama, directeur technique du projet HRC, sera viré à la fin de la saison et le HRC va avoir des nouveaux bras oscillants en alu et non en carbone et la GP en est équipée d'ailleurs dès les essais. Alors évidemment, on enregistre un peu trop tôt pour vous dire si c'est concluant. Enfin, c'est quand même une bonne nouvelle pour la Honda, peut-être que ça va être une évolution positive, on l'espère en tout cas. Je te dis juste que le problème, il est pas au niveau du bras oscillant. Oui, bon, c'est pas grave. La méthode Coué, ça peut marcher, tu sais, avec Paul Espargaro. Non, ça marchera pas avec lui. On t'a mis un nouveau bras oscillant, vas-y, fonce. Ah, ok. Hop. Il fait Paul. Voilà. Alors, sinon, Paul, il y a... Paul fait Paul. Okay. Paul fait Paul, voilà. On va passer la blague. Et puis cette dernière news que vous avez vue comme moi, il y a eu un accord entre la Fédé des sports méca de l'Arabie Saoudite et la Dorna pour un futur GP dans ce pays, classé 166e pour info sur 180 au classement de Reporters sans frontières. Le Qatar, qui ouvre chaque saison et qui était pas super bien classé non plus, est 119e, donc bien devant quand même au classement. Voilà la petite info. Bon, vous retiendrez la première partie de cette info, qui est que il y aura peut-être un GP en Arabie Saoudite, mais j'ai pas pu m'empêcher de rappeler ce fait. Et tu fais bien. Notre ami Patterson s'en est délecté aussi par un tweet en réaction. De toute façon, nous on avait tous réagi en privé sur cette annonce. Après la Malaisie, le circuit, non, c'était pas la Malaisie, c'était la Thaïlande, pardon, le circuit thaïlandais qui avait été construit dans des conditions assez abominables. Voilà, la Dorna poursuit sa course vers l'indigne. Vers la connerie et au-delà, vers la connerie, voilà. Ouais, non, c'est clair, c'est une news dont on serait bien passé quand tu vois que, alors, si je dis pas de bêtises, c'est sur ce même circuit qu'en F1 cette année, t'avais des images du circuit avec des bombes qui tombaient derrière. Ouais. C'était. Sérieux? Ouais, il avait été. Non, c'était les raffineries, enfin les puits de pétrole autour qui avaient été bombardés et qui cramaient, ouais. Ouais, voilà, donc ça donne une bonne. Un bon climat de sécurité pour envoyer un autre sport là-bas. Puis, en fait, c'est ce qu'on disait en privé et que Pierre a fait remarquer de manière très juste, c'est que déjà qu'on on fait construire des circuits sur des îles où, ok, il y a un marché, mais que ça apporte pas grand-chose et qu'éthiquement, c'est un peu bancal, là, c'est vraiment... à part pour l'argent, moi, personnellement, je comprends pas la raison d'aller mettre un GP là-bas, en fait. Ah, moi, j'attends le prochain GP en Antarctique de nuit. Ouais, j'attends plus que ça, moi. La nuit, ce sera pas l'hiver, du coup. Parce que... Ah, mais non, mais ils mettront des projecteurs comme au Qatar et tout. Moi, je fais un truc comme ça, moi. Avec la piste chauffée pour éviter la glace. Faut la piste chauffée, bien sûr. Non, mais là... ouais. Après, ça... c'est décevant, quoi. Enfin, je veux dire, ce sport a pas besoin de ça pour être bon, pour être joli, pour être tout ce qu'on veut. Déjà qu'on en prend plein la gueule parce que c'est un sport qui pollue par nature, et ça je suis le premier à reconnaître et à me flageller tous les dimanches en regardant les courses en me disant putain, mais pourquoi je regarde des trucs qui consomment de l'essence pour rien. Ça donne pas envie d'être fan, en fait, c'est ça qui est chiant. Tu vois, ouais, puis la manière dont c'est fait aussi. Enfin, en fait, là, j'ai l'impression que c'est une accumulation de petits couacs éthiques, et à côté, ils veulent se vanter en disant on va faire des efforts, en l'occurrence de manière écologique et climatique, et à côté, ils font ce genre de trucs. Enfin, je pense que il y a quelqu'un dans la com ou dans les personnes qui réfléchissent à tout ça qui je sais pas, il doit manquer une case pour que ça fonctionne correctement. C'est une bonne école de formation pour le damage control, en fait. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off avec Cyril, c'est qu'il y a ça, c'est qu'il y a la com autour. Enfin, c'est une accumulation de conneries en termes de com. En l'occurrence, je repense aux casques, aux histoires avec les casques ce week-end, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils les accumulent et que ça va être à celui qui va nous sortir la plus grosse connerie, quoi. Ouais, après les conneries des pilotes, à la limite. Ouais, je parlais en termes de com. Ouais, après la Dorna. C'est extrêmement mal fait, quoi. La Dorna, que tu le veuilles ou non, au final, les motos tu les vois, les casques tu les vois, pour peu qu'un pilote fasse podium ou gagne, tu le vois, puisqu'il monte sur le podium avec son casque. Après, tu vois, pour la signification des casques, on est au courant de ce qu'il y a derrière parce qu'on s'est renseigné. Quelqu'un qui
Qui s'en bat les couilles. Voilà, quelqu'un qui regarde. Non, mais quelqu'un qui regarde le GP comme ça, il va pas aller chercher. Tiens, pourquoi moi, typiquement le casque de Pecco, au début, j'avais pas fait le lien avec la coiffure de Rodman hein, pour deux choses assez simples. C'est-à-dire que si tu commences à chercher un lien avec les coiffures de Rodman et les casques, tu vas en trouver un paquet parce que Rodman il changeait de coupe de cheveux et de couleur tous les 4 matins. Donc le moins de casque, un petit peu de bleu, blanc, rouge, bah Rodman à un moment donné, il a eu les cheveux bleu, blanc, rouge. Après, voilà, quand tu viens en interview, qu'on te pose la question et que tu te dis ouais, mais c'est un hommage au sportif et pas à l'homme. Après, moi, j'étais. On rentre dans le débat. Faut-il séparer le sportif de l'homme? Et c'est un vaste débat qui pourrait nous prendre toute la soirée. Ouais, voilà, c'est ça. Mais au bout d'un moment, faut assumer. Hein. Et je pense que tu peux. Enfin, c'est compliqué. À mon avis. Ouais, moi, c'est juste que je considère qu'on a de la chance entre guillemets. D'avoir des journalistes, même si on passe notre temps à râler après lui parce que c'est le plus gros râleur du paddock, c'est d'avoir quand même Patterson qui se permet de l'ouvrir en faisant remarquer ce genre de choses et qui va pointer du doigt ce genre de conneries qui devrait pas avoir lieu. C'est comme, enfin, en l'occurrence là, l'erreur de Pecco, mais c'est comme l'erreur de Nepa qui va faire hommage à un poète néo-nazi. Enfin, c'est le genre de truc, ça devrait pas être autorisé, et même si les gens qui regardent pas, enfin qui se renseignent pas, ils savent pas, ça, enfin pour moi ça reste problématique juste d'un point de vue éthique pour la personne qui le porte, quoi. Bah si tu veux, moi ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ce qui s'était passé quand il y avait des joueurs, alors c'était en Serie A italienne, qui allaient faire des saluts fascistes devant les tribunes. Fasciste quoi, où il y avait des oh putain, c'est vieux ça. Ah bah oui, mais c'est vieux. Mais est-ce que j'ai été né filé un coup de vieux là. Bah c'est vieux, mais non mais c'est vrai. J'ai plus le nom des joueurs en tête, mais c'est arrivé. Et je vais pas citer le club parce que je suis pas sûr et j'ai pas envie de me faire attraper par le callback. Mais ça s'est passé. Et ça donne une image du sport italien. Enfin, du sport en général qui est pas très propre, et quand effectivement tu vois des casques ou des livrets spéciales qui ont pas nécessairement à toi en tant que spectateur une portée directe, quand t'as quelqu'un qui dit bah ouais il y a peut-être un peu plus à creuser derrière, qui le fait et qui t'explique, bah ouais c'est intéressant quoi, parce que tu peux plus te dire ouais, mais bon, je rends hommage à un tel et pas à un tel, quoi. Ça fonctionne plus spécialement comme ça. Et il faut aussi voir que les pilotes, ça marche dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que quand le MotoGP va courir le monde des pétrodollars pour organiser des courses à droite et à gauche, les pilotes, ils vont aller courir, et les teams aussi, hein. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un système comme ça, tu n'es plus seul. Enfin, tu n'es pas seul. C'est-à-dire que quand tu viens avec un casque, la Dorna, elle peut pas dire ah bon non, je n'étais pas au courant, quoi. Si elle est pas au courant, tu sors le casque en FP1, en FP2, tu reviens avec ton casque normal. La Dorna n'est pas là pour communiquer avec les pilotes. Bah non, mais après, c'est à eux aussi de faire une charte ou de faire valider les casques en amont. Je sais pas. Enfin, là, au-delà de ça, je pense que on l'avait déjà dit sur d'autres sujets, mais je pense qu'il manque de toute façon une asso de pilotes, en fait. Ouais. Tout simplement. Enfin, c'est-à-dire que les mecs, ils se voient, je sais pas, une fois par an, 2 fois par an, j'en sais rien, mais c'est à eux de discuter de tout ça entre eux. Après, ils ont évidemment pas les mêmes opinions politiques, je l'espère, parce que si je les avais tous les mêmes, ça serait chiant. Mais ils ont peut-être pas toutes les mêmes opinions. Bon, pour ce qui est du néonazisme, on parle pas d'opinion, hein. Clairement, on parle de DI. Mais mais c'est à eux aussi de se prendre en main. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Cyril, quand tu dis que c'est, enfin, quand tu laisses penser que c'est à la Dorna de prendre les choses en main. À mon avis, c'est global. Oui, c'est global. Je comprends bien ton point. Je pense que c'est aux pilotes aussi de se prendre en main tous et de s'organiser aussi pour être aussi plus fort quand la direction course faire de la merde, comme on l'a vu maintes fois. Enfin voilà, je pense qu'il y a ce qu'ils font très bien en F1 par exemple. Enfin, on fait toujours le parallèle, c'est chiant, mais pour le coup là en Formule 1 ils savent le faire. Donc peut-être qu'en moto il y a peut-être quelque chose à mettre en place de ce côté-là. Voilà. De toute façon, il y a toujours des choses à apprendre des autres sports, et surtout des sports qui nous ressemblent. Donc ouais. On a bien dérivé du sujet principal. C'est ça. Du coup,
J'en profite en parlant des départs, tu me fais penser à Yokoyama, c'est qu'on n'a pas parlé donc juste un petit mot sur le départ de Fokada, l'ingé de Dovizioso qui du coup le suit dans son départ. C'était juste un petit mot, on s'était dit qu'on en parlerait, donc on le signifie. Et dans les petites infos random du moment, il y a une série documentaire qui est sortie sur YouTube avec un épisode qui sort chaque semaine, apparemment jusqu'à la fin de saison, sur la chaîne de Honda. C'est une série en anglais, sous-titrée en anglais également, qui s'appelle Behind the Dream Marc, qui est une série qui suit Marc Marquez dans les paddocks, dans l'idée où il va bientôt revenir et potentiellement nous refaire des courses. Donc c'est chouette à voir, un peu de la même manière que Vignales s'est mis au vlog sur les Grands Prix. Et petite info, petit fun fact, le 1er septembre, c'était les 40 ans de la création du HRC. Donc voilà. Je pense qu'ils ont arrosé ça avec Bradle. Surtout avec Marc, il était là pour déboucher les bouteilles. Ouais, le retour de Marc, vous en attendez quoi ? Moi, j'en attends beaucoup parce que c'est pas forcément un pilote que à la base je porte dans mon cœur en tant que personne, et mon avis a un peu changé avec toutes ces histoires de blessures. Et en tant que pilote, c'est un extraterrestre, donc j'ai hâte de le revoir, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire, surtout que sachant que il y a encore eu depuis son départ, son 3e départ, il y a eu encore une progression sur le rythme et sur le pilotage de chaque pilote. J'ai l'impression que ça prend en puissance de semaine en semaine. Donc j'ai hâte de voir s'il va être capable d'être à la hauteur des autres pilotes et d'avoir le rythme qu'il faut pour aller se battre. Et d'un côté, j'en doute pas parce que je pense qu'il a le mental pour et qu'il attend que ça. Pour moi, il va arriver le couteau entre les dents. Donc franchement, j'ai hâte. Moi, j'en attends rien, comme ça, je risque pas d'être déçu. Tu dis ça à chaque fois, c'est de la triche à un moment. Oui. Et toi, Cyril ? Moi, je suis impatient de voir les temps autour qu'il va poser déjà aux essais, parce que ça va déjà assez vite refléter son état de forme, parce que clairement Honda est dans le dur depuis qu'il est pas là. C'est-à-dire que personne n'a pu vraiment, enfin même pas vraiment quoi, personne n'a pris sa relève. On le voit puisque toutes les semaines, course après course, on voit qu'il est toujours le pilote qui a le plus de points en ayant fait quasiment un tiers de la saison. Enfin, donc il y a aucun pilote qui arrive à sortir Honda de la merde. Donc ça peut être ça. Après, va falloir jauger du retour anticipé ou pas, être plus prudent que la dernière fois, ça c'est évident. Ouais. À la fois dans le physique, parce que évidemment il va pas avoir, on va dire l'endurance peut-être tout de suite. Et puis après, le deuxième point, ça va être en essai et en course, compte tenu des problèmes oculaires, parce qu'il y a évidemment le problème de son bras, mais il y a aussi les problèmes oculaires qu'on a tous un petit peu occultés, qui va revenir aussi, parce que sa dernière grosse absence de fin de saison dernière, elle n'est pas liée à son bras, elle est liée à ses yeux. Donc c'est à mon avis, même si d'un point de vue squelettique et morphologique ça va, il pourra certainement plus se permettre de chuter autant qu'avant. Sauf si il a profité de sa convalescence aussi pour régler ce problème-là. Mais la com, elle a été axée sur son problème squelettique. Donc oui, impatient, parce qu'on a besoin de voir beaucoup de pilotes devant, c'est déjà le cas. Honda a besoin de se remettre en trajectoire, c'est évident. Ça se fera par lui, parce que tous ceux qui sont venus jusque-là sont plantés. Donc faut qu'il soit là. De toute façon, tu le vois à la réaction du team avec les images qu'on a pu voir ce week-end, parce que le week-end d'avant, Marc n'était pas resté. Je dis Marc comme si c'était mon pote, n'importe quoi. C'est ton pote. Marquez est pas resté dans les paddocks, et il le dit justement dans la série dont je parlais juste avant, qu'il aime pas rester dans les paddocks à partir du moment où il roule pas, parce que ça lui met une pression et c'est pas agréable pour lui. Là, ce week-end, il était là et le team avait un sourire jusqu'aux oreilles tout le week-end. Enfin, tu vois qu'il y avait un truc de même eux en interne, ils ont hâte qu'ils reviennent et ils ont hâte de sûrement pouvoir revenir à la bagarre. Donc ça donne une seconde impatience, je trouve, à son retour. Et en plus, comme tu dis, il y a l'aspect squelettique. Mais il faut pas oublier que ça fait un moment qu'il a pas roulé, et que là, rien que de rouler sur une CBR, il avait des courbatures et il disait qu'après, il était au bout de sa vie. Donc à voir ce que ça va donner mardi et mercredi aussi, après avoir conduit une moto de course comme la sienne. Je pense que ça va pas être la même histoire non plus à la fin de la journée, quoi.
Donc ça va être intéressant de voir ce que ça va donner, pour l'année prochaine pour lui. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur les news, les garçons ? Non, je pense qu'on a fait beaucoup là. Ouais. Oui, et ben on passe à la Moto E. Alors Cyril, on t'écoute. Alors, Moto E, c'était la dernière course de la saison, enfin les 2 dernières courses de la saison. En qualif, c'est Egarter qui part en pole devant Casadei et Torres qui complètent la première ligne. On a Granado, Ferrari et Ponce qui sont en deuxième ligne. On va attaquer donc les 2 dernières courses. En course 1, on a Casadei qui fait le all shot quand Michael Ponce chute dès le premier virage. On a Egarter 2 et 3 qui lui emboîtent le plat. Ce dernier va vite prendre la 2, puis la tête suite à un petit loupé de l'Italien. Le groupe de tête est constitué donc de 5 pilotes. Egarter va prendre la tête et Granado va chuter peu après la mi-course, donc il était un peu à l'extérieur et ça glisse de l'avant. Donc dans l'avant-dernier tour, Casadei prend la tête, Egarter est 2 et Ferrari va passer Torres pour la 3. Ça ne bougera pas et donc le pilote suisse Egarter est titré le samedi soir, donc il va y avoir une course 2 évidemment le dimanche pour clôturer le week-end. Alors ça part comme pour la course 1, c'est-à-dire qu'on a Casadei, Egarter et Granado qui font la même en couleur. L'enjeu est le plus important est pour la 3e place au général entre Ferrari et Casadei. Egarter passe à mi-course Casadei qui va le repasser et entre les deux ça pousse assez fort et Granado en profite pour recoller au duo de tête. Herrera chute et boitille un petit peu mais ça va. Devant, il y a un petit peu de baston, donc Casadei passe et entame le dernier tour en tête. Egarter se loupe et se fait passer par Ferrari 2 et Granado 3. Donc il y a un très beau dernier secteur et Ferrari va passer Casadei pour la victoire et la 3e place au général. Donc c'est un très très beau dépassement. C'est une des courses à voir, on va dire, de la saison Moto E. Elle était quand même assez intéressante. Donc au général, on a Egarter qui s'impose avec 227 points devant Granado 192 points et demi et Ferrari est 3e avec 162 et demi. Casadei 4, Ponce 5 et Okubo 6. Je sais pas si vous avez vu les courses. Non. Moi j'ai regardé la deuxième. Ouais. C'est moche. Je trouve toujours pas d'intérêt à la Moto E. À part quelques dépassements, vraiment, en fait, je pense que c'est vraiment le bruit qui me... J'y arrive pas, quoi. J'ai l'impression d'avoir des petites tondeuses électriques qui passent, quoi. C'est très perturbant et il y a moins de... Enfin, évidemment, c'est des motos électriques, mais il y a tellement moins de rythme que sur les autres motos que je m'ennuie très vite. Après, ça reste 15 minutes et il y a quand même des beaux dépassements. Il se passe quand même des choses assez chouettes à voir, mais ouais, j'ai un peu de mal avec la catégorie. Et même si je fais l'effort de regarder, tu vois, je suis pas transcendée, quoi. Bah, de toute façon, l'année prochaine, ce sera avec des Ducati, donc voilà. Du coup, Pierre nous fera des revues chaque semaine sur la Moto E. Tu crois ? Non. Ouais, il aime bien la Moto E, il aime bien Ducati, donc voilà. Non, mais promis, j'essaierai d'être plus assidu l'année prochaine sur la Moto E. C'est pas obligatoire. Hein. Non, mais peut-être que le fait que ce soit Ducati, ça changera quelque chose et le championnat sera plus intéressant, je sais pas. Hein. Mais chaque course Moto E sauve un ours blanc. Ah, je suis pas sûre. C'est ce que dit la Dorna. Ils en disent des choses intelligentes, la Dorna, en ce moment. Ouais. Je pense qu'il devrait peut-être t'embaucher, Cyril. Pourquoi ? Avec ce genre de communique. Ouais. Sauver un ours, regarder la Moto E. Ouais, c'est ça. Bon, si on n'avait rien d'autre à dire sur la Moto E, tu nous racontes ce qui s'est passé en Moto 3 dimanche ? Ouais, donc en Q1, on a Munoz, Fellon, Rossi et Adrian Fernandez qui passent en Q2. Alors, la pluie avait commencé en fin de Q1 et donc la Q2 va se dérouler sous une petite pluie, donc pas grand-chose, ils pourront rester en slick. Et on a Honshu, Holgado et Morera qui forment la première ligne, Yamanaka, Guevara et Tate en deuxième ligne. Fellon est 18e. En course, donc, on a Carraro et Sasaki qui chutent dans les premiers virages. Ça doit être au T4. Honshu a profité de la pole. Guevara, Morera, Holgado partent bien. On a Mignot qui chute après 3 petits tours. Sergio Garcia vient lécher la roue d'Honshu et chute dans les virages suivants. Alors, la boulette, évidemment. Guevara a creusé un petit gap devant Foggia et Holgado. Donc, le pilote italien, donc Foggia, va ramener la meute et reprend la tête de course après 10 tours. Ils sont 4 devant puisque Guevara, Holgado et Massia sont devant avec 1 seconde 3 d'avance sur le deuxième groupe qui profite un petit peu de la baston en tête pour recoller au fil des tours.
Garcia prend un drapeau noir. Et devant, donc la baston Foggia-Guevara, c'est quand même assez chouette, on va dire, dans le ventre mou de la course. En général, on va dire, dans le deuxième tiers de course, c'est assez calme. Mais là, Foggia-Guevara, ils ont fait le show. Foggia va essayer de prendre 3 dixièmes pour se mettre à l'abri, mais ça reste fragile. Guevara va le reprendre. Mazia et Honshu sont dans le coup. Et les derniers tours vont se courir à 4 pour la gagne. Honshu tente un truc. Alors, ça glisse en entrée, ça glisse en sortie de virage. Il passe 2, mais Guevara le passe. Et le dernier tour est très très beau. Et le Turc va finir 4e. Encore la place du con. Donc, on a Foggia qui l'emporte devant Mazia et Guevara. Le Français Félon est 18e. Est-ce que vous avez vu cette course? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, alors course de ma boule, hein, globalement. Surtout les... Non mais c'est vrai, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas une aussi bien en Moto 3, j'ai l'impression. Surtout les 8 derniers tours, enfin dernière partie de course, vraiment ouf. On rappelle Honshu court avec une épaule dans le... Pas dans le plâtre, hein, peut-être pas abusé. Ils ont pas une épaule au top, quoi. Avec une épaule pas au top. Il fait vraiment des trucs de dingo là, son dépassement qui malheureusement est pas confirmé quelques hectomètres plus tard, mais son dépassement sur Guevara, tu sens que 2 tours plus tôt ça glisse de partout déjà, il y va quand même, enfin c'est n'importe quoi. Et ouais, donc très très plaisante. Foggia, il arrive à gagner des courses comme ça, c'est dire s'il est bon, quoi. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce gars-là. Et puis le circuit, je voulais dire aussi un mot sur le circuit qui est vraiment typique Moto 3, je trouve, enfin qui offre vraiment des courses intéressantes, dans le sens où il n'y a pas de une grande ligne droite où il y a de l'aspi à tire-larigot. Là, on est sur du pilotage pur et pour le coup, on s'est régalé. Voilà. J'ai enchaîné un peu. J'ai parlé d'Honshu, j'ai parlé de Foggia. Non, mais je suis d'accord avec toi pour le coup. J'aurais pas grand chose à rajouter sur ton retour parce que Honshu, tellement dégoûté qu'il finisse pas sur le podium après la course qu'il a fait, et il me faisait tellement de peine clair. Quand tu le vois dans son paddock à la fin quand il enlève son casque. Enfin, c'est vraiment, c'est de la vraie souffrance que tu vois sur son visage, quoi. Tu te dis mais le mec il en veut, quoi. Et pour moi c'est un peu le caractéristique premier des vrais pilotes, ceux qui ont des choses à faire dans ces catégories, c'est que le mec il arrive avec une épaule en vrac et il fait ce qu'il a fait. Enfin, c'est ce que t'as dit, hein, c'est une course de ma boule et ça fait du bien à voir quand tu vois comparé à la Moto 2 et à la Moto GP ce qui s'est passé. Pour moi c'était la meilleure course, surtout la fin de course, comme tu dis, deuxième partie de course, la course la plus intéressante du week-end, donc c'est chouette et ça fait plaisir aussi de voir Foggia concrétiser et de monter sur le podium, surtout qu'il vient de signer en Moto 2, donc je pense que ça lui fait pas de mal de se prendre une petite victoire ce week-end. Après, moi j'avais noté, dans ce qu'on s'était noté, j'avais mis un petit taquet à Mazia en disant que c'était bien qu'il finissait enfin sur ses roues ce week-end. Il n'y a pas grand chose à rajouter, mais je pense que c'est pas mal de le signifier quand même, parce qu'il a pas, c'était pas très glorieux ces quelques dernières courses, donc c'est pas mal de le revoir venir aux avant-postes aussi. J'ai juste oublié de rappeler le classement général. Donc on a Guevara en tête 204 devant Garcia 193 et Foggia qui revient à la 3e place avec 169. Et c'est dommage pour Garcia pour le coup, c'est pas une opération satisfaisante. Il s'est un peu frustré effectivement. Enfin ouais, je sais pas, voilà, je sais pas où je vais en venir, mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire au moins? Là de toute façon il a perdu sa place de leader du championnat, donc ouais. Mais même sur la course, il perd un peu ses moyens mentalement, je trouve, contrairement à d'autres, tu vois, genre Foggia qui est resté devant et qui est même où il y a eu de la bagarre à 4 devant, ça s'est bagarré toute la course, hein, on va pas se mentir. La Garcia, il se retrouve dans le ventre mou et il galère à revenir, et ouais, donc un peu compliqué, course à oublier pour lui. Ouais, j'ai l'impression que mentalement il avait un peu lâché sur cette course, c'est un peu dommage. Ouais. Justement, le problème qui s'est passé, c'est que il a chuté, il est reparti, mais il avait pas le rythme et il s'est fait doubler, donc je pense que il s'est fait prendre un tour. Et je pense que c'est ça qui a amené le drapeau noir. Absolument. Parce qu'il est resté dans le groupe, justement, il est resté dans un groupe, et quand t'es drapeau bleu, tu dois laisser passer le groupe, quoi. Tu dois pas rester au milieu. Et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont sorti. Et il a dû se dire, mais putain, je les ai déjà rattrapés.
Quel rythme de folie. Donc, quand tu te fais prendre un tour, tu peux pas rattraper. Hein. Et ben on passe à la Moto 2 que je vais essayer de vous débriefer sans me mettre à pleurer. Ça se moque déjà, super. Quoi, bon, c'est bon. Il y a pas eu de C'est bon, blessé, il a c'est fait la fini. pole. C'est vrai. Du coup, vu que t'en parles côté qualification, en Q1, on a Dalla Porta, Boben Schneider, Roberts et Schroeter qui passent les qualifs sans tomber pour lui. C'est pas mal. Et en Q2, on a Vietti qui vient faire la pole à domicile, suivi d'Arenas et Lopez. Retenez bien ces prénoms parce qu'ils vont être importants pendant la course. Notez qu'on a Boben Schneider qui s'est pris un long lap sur cette course pour conduite irresponsable. Ça fait pas de mal de voir que la direction de course prend un peu des décisions sur ce genre de comportement. Côté course, départ de Vietti en tête qui se fait passer dès le début par Lopez suivi d'Arenas. C'est un début de course assez calme et ça va rester comme ça tout le long de la course. C'est également un début de course à oublier pour Dixon qui tombe dès le premier tour. Rien de grave pour le pilote, mais c'est une course à oublier. Lopez prend la tête de la course et va pas la lâcher tandis que Canet et Ogura se mettent en chasse et tentent d'accrocher Vietti pour rester au contact du groupe de tête. Derrière, on a Fernandez parti 9e qui remonte sur les pilotes 1 à 1 et vient s'installer à la 6e place. On a Vietti avec un très bon rythme qui marque les meilleurs tours en course en début de session, qui revient sur Arenas, mais Canet dans sa roue le passe à l'attaque et vient lui piquer la 3e place. Et d'ailleurs, Canet avec un rythme monstrueux qui remonte sur Arenas pour essayer de raccrocher Lopez. Le duel entre Arenas et Canet permet à Vietti de rester accroché au trio de tête. Malheureusement, il finit par se mettre dans le bac à gravier dans le 10e tour. Il repassera par le stand, repartira, mais finira par rentrer puisque rien ne fonctionne pour lui. C'est un week-end à oublier pour lui et pour moi, puisque vous savez mon amour pour Vietti et que j'étais un peu énervée devant cette course du coup. Derrière, Fernandez passe Ogura et vient petit à petit grappiller les places au classement avec un rythme de folie. Il finit par remonter sur Arenas pour venir lui voler la 3e marche du podium. Cette bagarre permet également à Canet de s'échapper et de conserver la 2e place jusqu'à la fin. Et c'est Lopez qui passe la ligne d'arrivée, lui qu'on n'aura pas vu se battre de la course puisqu'il aura mis une distance avec tous les pilotes dès le début et il remporte sa toute première victoire après seulement 8 courses en Moto 2. Il offre également à son team la première victoire d'une non-Calex depuis Valence 2019, victoire qui avait eu lieu avec Binder. Derrière, on retrouve Canet et Fernandez sur le podium, suivi d'Arenas, Ogura, Acosta, Arbolino, Chantra, Roberts et Alcoba pour clôturer le top 10. Et côté chute, on retrouve Kelly, Vietti, Antonelli, Corsi, Vandengorberg, je ne sais pas le prononcer, Aldeguer, Dalla Porta, Agus, Navarro, Salak et le pilote wildcard Pasini. Côté classement, on retrouve donc Fernandez avec 198 points, Ogura avec 194, Canet avec 157 et Vietti qui s'est volé le top 3 avec 156 points. Est-ce que vous avez vu les courses ? Ouais. Enfin, la course, du coup. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est fatigant. Ouais. C'est vrai que c'était pas une course très mouvementée. Pour le coup, il y a eu, à part Canet et Fernandez, pour moi, c'était quand même relativement calme cette course. Ouais. C'était intéressant de voir Lopez, hein, quand même. Comme tu l'as dit, pilote qui arrive dans la catégorie, qui gagne et grosse masterclass de sa part. Impatient de voir ce que ça va donner sur la fin de saison parce qu'il est loin au général, mais il peut quand même profiter de la fin de saison pour se replacer. Et parce qu'il a pas fait autre chose qu'un top 10 depuis qu'il est là, depuis qu'il est arrivé au Mans. Ouais. Au Mans, il a pas terminé la course, mais depuis, il est dans le top 10 tout le temps. Il faut quand même noter que c'est un pilote qui a terminé deuxième du championnat d'Europe quand il y était et il a été appelé pour remplacer Fenati à partir du Mans, donc c'est pas évident non plus d'arriver à partir d'une saison qui a déjà commencé pour remplacer quelqu'un et faire ce type de résultat, donc franchement c'était impressionnant à voir et c'est chouette pour lui qui rentre dans le classement des pilotes qui marquent des victoires, qui sont capables de marquer des victoires. Donc je suis d'accord avec toi, va falloir surveiller ce qu'il fait. Mais pour moi, c'est de la même manière que Munoz. Ouais. Munoz qui a pas fait une course déconnante ce week-end non plus et qui, depuis qu'il est là, parce que pareil, il est arrivé en cours de saison, il fait des choses qui sont tout à fait remarquables quand il termine sur ses roues. Donc c'était les deux faits notables pour moi de la course. Après, en effet, il se passait pas grand-chose. Fernandez, il appuie sa position de leader, quoi. Ouais, pas grand spectacle, mais encore une fois, en Moto 2, tu vois que ça roule.
Quand t'as déjà roulé toi-même ou même que tu t'intéresses un peu à la technique, tu vois que ça, même si c'est pas spectaculaire, parce qu'il n'y a pas de dépassement ou il n'y a pas de bagarre entre pilotes, qu'est-ce qui roule, punaise. En Moto 2, c'est vraiment, je trouve que, techniquement, je trouve ça vraiment dingo à voir en fait. Même si encore une fois il n'y a pas de spectacle, même s'il n'y a pas de spectacle, putain, qu'est-ce qui roule. Mais le rythme de Lopez, si je dis pas de bêtises, Lopez, il a fait toute sa course en bougeant pas plus de 3 dixièmes maximum par tour. Ce qui s'appelle avoir du rythme. C'est des machines, fou, quand même. C'est des machines, les mecs qui se mettent en mode et c'est parti, quoi. C'est ça, et quand tu regardes entre Fernandez qui a remonté, mais lui, Fernandez, Canet et même Arenas, pour moi, ils avaient un rythme, c'était monstrueux ce week-end. C'était pas la course de l'année, mais en termes de rythme, c'était vraiment impressionnant. Ouais. Moi, je suis d'un point de vue un petit peu plus large. J'avais un petit peu peur du retour d'Acosta parce qu'il s'est quand même blessé assez lourdement au mois de juillet. Et en fait, faire 4 en Autriche, et là, il fait 6, c'est quand même un retour qui est pas trop mal, quoi, parce que ça aurait pu vraiment être beaucoup plus lourd en termes de retour. Et là, il va encore avoir la tournée Outre-mer à gérer, on va dire, mais il est pas perdu, quoi. Ouais, puis à voir, parce que la tournée Outre-mer, pour le coup, il y a des pilotes depuis le Covid qui sont arrivés au moment du Covid qui connaissent pas du tout ces circuits. Donc, ouais, tout à fait, ouais. Donc je pense que ça va pas mal rabattre les cartes aussi, et que les essais là vont devenir extrêmement importants pour certains, parce que là, pour le coup, l'Italie, t'as quand même un nombre de pilotes qui connaissent cette piste par cœur. Ouais. Ça les empêche pas de se foutre dans le bac à gravier, parce qu'en l'occurrence, c'est ce qu'a fait la VR46 tout le week-end, mais ça va être intéressant d'avoir des circuits qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Ouais. Et on reviendra pas sur la VR46 qui finit dans les graviers. Ok, Olivier, on t'écoute sur la MotoGP alors. Alors en Q1, c'est Bezzecchi et Marini qui se qualifient pour la Q2, et notez que, incroyable, Morbidelli a fait top 10 à l'issue de la FP3 et est donc directement qualifié dans cette deuxième partie de qualif. Et en Q2 justement, on retrouve Miller qui prend la pole. On trouve Miller qui prend la pole, parce que c'était pas arrivé depuis un petit moment. Bastianini deuxième, Bezzecchi troisième, Vinales quatrième, Bagnaia est cinquième. Il prend 3 places de pénalité d'ailleurs pour pilotage dangereux pendant les essais libres. Zarco est juste derrière Bagnaia, suivi de Marini et Quartararo qui fait une qualif pas top, on peut le dire comme ça. Et c'est parti pour le 14e GP de cette saison avec un très bon départ de Miller qui garde la tête. Bagnaia est très bien parti lui aussi. Alors dans le premier virage, on assiste déjà à un petit strike avec la chute de 3 pilotes, Zarco, Pol Espargaro et Michele Pirro. Sur le ralenti, on voit que c'est Brad Binder qui tente de faire un inter-suicide à Zarco dans ce premier virage, justement, il le renverse. Et le pilote français embarque avec lui 2 machines. Pas de bobo, heureusement. Et plus tard, Zarco dira de Binder qu'il a fait comme Nakagami en Catalogne, je vous les juge. Bref, pendant ce temps, Miller et Bastianini sont toujours en tête, poursuivis par Bagnaia, mais pas pour longtemps, puisque Miller va craquer très rapidement. Il chute dès le 2e tour. Et juste après, c'est Bezzecchi qui se retrouve par terre. On a donc en tête cette fois Bastianini, suivi par Bagnaia et Vinales. Marini est 4e, un peu derrière. Bagnaia va pas mettre des heures à doubler Bastianini. Là, on a 4 pilotes devant dans un groupe assez resserré. On espère une grosse bagarre. Vinales, en tout cas, lui, il est en feu en ce début de course et passe Bastianini pour partir à la poursuite de Pecco Bagnaia. Derrière, Fabio est 6e. Il réussit à dépasser Aleix Espargaro à la suite d'une petite erreur de celui-ci. Et puis, en tête de course, Bagnaia va bien réussir à dégoûter Vinales. Pourtant, on sent que l'Aprilia pilotée par Maverick est vraiment compétitive, mais elle ne réussira jamais à passer la Ducati, en raison notamment de 2-3 erreurs au freinage. Alors 2-3 erreurs, vous allez me dire, c'est pas grand-chose et vous aurez raison, mais c'est là qu'on voit à quel point Bagnaia maîtrise son sujet. Pour info, pendant ce temps-là, Fabio pointe à 1 seconde des 4 pilotes en tête, et puis il va pas se passer grand-chose pendant une bonne partie de la course, soyons honnêtes, et même Vinales va s'endormir. Enfin, il va plutôt finir par être dégoûté de suivre Bagnaia sans réussir à concrétiser peut-être les gaz d'échappement de la Ducati. En tout cas, il va multiplier les quelques petites erreurs, et Bastianini en profite et passe 2e. On est au 20e tour de course. Bastianini, toujours lui, va grappiller quelques dixièmes après dixième pour revenir au contact de Bagnaia. Le dernier tour
est assez fantastique, on va pas se mentir. D'aucuns diront qu'il a laissé gagner son futur coéquipier, mais que nenni, il a tout tenté semble-t-il, mais Pecco était bien plus fort aujourd'hui. Classement final Bagnaia, 4e victoire consécutive, donc sachez que depuis l'Espagne, sur 9 courses, il fait 6 victoires et 3 chutes. En gros, quand il finit une course, il la gagne. Bastianini 2e, Vinales complète le podium, suivi par Marini, jolie 4e place, Quartararo est 5e, Aleix est 6e, le seul pilote qui a toujours fini dans les points. Voilà, petit fun fact. Au championnat, ça donne Quarta toujours en tête avec 211 points, mais qui n'a plus que 30 petits points d'avance sur Pecco 2e. Aleix Espargaro est 3e, 3 points derrière Pecco, et Johann Zarco retombe à la 5e place. Voilà ce que j'ai pu vous raconter sur cette course qui était bien mais pas top. Qu'est-ce que t'en as pensé, Cyril? Moi, je vais revenir sur les essais parce qu'en fait, ce qui s'est passé avec Pecco, j'ai pas compris parce que ce qui s'est passé vendredi, clairement, c'est similaire à ce qui s'était passé avec d'autres pilotes un petit peu plus tôt dans la saison, donc typiquement Morbidelli. Et lui, Morbidelli, il prend un long lap. Et là, Pecco, il prend 3 places sur la grille. Donc, je comprends pas la différence de traitement. Après, on va pas refaire le monde non plus là-dessus, quoi. Pecco, il domine largement la course. Et j'ai failli oublier justement que Bastianini avait bien failli le passer sur la ligne. Mais à 3 centièmes, effectivement. Ouais, c'était une course chiante, c'est facile à dire. Tu peux pas dire que c'est chiant. C'est une course au rythme. Et clairement, Pecco, il avait un rythme. Il avait il avait le plus gros rythme. Et on dit Quartararo, il est un peu loin. Et au final, ça représente que 2 dixièmes au tour. Donc tu peux pas dire qu'il soit dans un autre monde. Il est un peu loin derrière, mais il est pas en mesure d'aller plus haut dans le classement, quoi. Après voilà, Ducati a été fort tout le week-end, que ce soit en qualif, sur toutes les FP, ils ont été là. On les attendait en course et ils ont répondu présent. Moi, je trouve que c'était une course qui était au rythme. Donc, pas beaucoup de dépassements, mais c'était intéressant pour ça, quoi. Et comme tu l'as dit, il y a eu quelques petites erreurs. Quand même. Ouais, alors évidemment, la chute de Miller, tôt en plus. Ouais, après Miller, je dirais pas qu'on a l'habitude, mais on sait que Miller, c'est pas un pilote qui est à l'aise devant. C'est pas une histoire d'être à l'aise, c'est un pilote qui de mon point de vue, il a du mal à gérer sa marge de sécurité. Et il est toujours un petit peu trop souvent à la limite, comme pouvait l'être Crutchlow, comme beaucoup de pilotes qui chutent beaucoup. Et là, c'est une erreur assez bête, quoi, mais c'est une erreur qui fait à chaque fois qu'il chute, c'est souvent comme ça. C'est tu rentres un peu fort dans le virage, quand tu commences à tourner, l'avant il tourne trop et tu finis dans le bac. Et bon, c'est dommage. Après, c'est à peu près le même comportement pour Martin. J'aurais tendance à dire, pas sur cette course, mais sur la saison. Sur la saison, ouais. Sur la saison. C'est un peu dommage parce qu'il faudrait pointer du doigt. Après, tu peux dire pareil sur Pecco en début de saison, hein. Après, là, ça fait 4 courses qui met des gifles à tout le monde. Voilà, quoi. 4 courses, 100 points, c'est impressionnant. Moi, j'ai l'impression que pour passer à un autre sujet, que Quartararo, il fait de son mieux avec ce qu'il a. Il a énormément de mal à doubler. Pourtant, on sait qu'il est très fort sur les freins, mais il part de trop loin à chaque fois. C'est-à-dire que le dépassement qu'il fait là sur Aleix Espargaro, il est très beau, mais il est obligé de faire des dépassements où il part de très loin. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin de saison. Je crois qu'Aleix fait une petite erreur aussi sur ce dépassement. Ouais. Et puis ça devient compliqué pour Quarta. Enfin, moi, c'est la réflexion que je me suis fait pendant la course, et que je me suis dit, Coco, t'es dans la merde en fait. Hein. Enfin, le titre là, c'est pas comme l'année dernière. Vu qu'on a plus de courses cette année, c'est plus aussi confort que ce que ça a pu être l'an dernier. Donc, il va falloir qu'il se réveille chez Yamaha, parce que là, ça commence à faire peur pour le français. Hein. Ouais, après, faut dire que, au-delà de
des performances de Quarta, Pecco est juste monstrueux sur cette partie de saison, quoi. Bah, la preuve, au final, il dépasse Stoner dans le nombre de victoires consécutives avec la Ducati, donc c'est plutôt impressionnant quand même. Là, c'est dingo. Là, il pourra marquer sur son CV à plus de victoires consécutives que Stoner. Je pense que c'est pas donné à tout le monde. Non. Après, Ducati est en train de démontrer comment tu gagnes un championnat aussi. Hein. C'est-à-dire que t'as une moto qui va vite avec des pilotes qui vont vite, quoi. Non, mais c'est aussi simple que ça, parce que t'en as plein qui disent ouais, tout c'est dégueulasse, ils ont 8 motos. Ouais, bah oui, mais tu peux mettre 8 KTM, jamais ils gagneront une course. Bah non, mais faut... Cyril en roue libre contre KTM. Mais non, mais faut être réaliste aussi. Ou tu prends des Ducati de 2012-2013, c'est exactement pareil. T'aurais pu en mettre 20. Si t'avais 4 autres Tréteaux, c'est les Tréteaux qui gagnent. Là, ils ont une moto qui fonctionne très bien, qui en plus est polyvalente et qui à la fois est rapide en qualif et en course. Donc bah il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire que sur les 3 premières lignes, t'as quasiment que des Ducati, et puis après en course, bah quand t'as en plus la Yamaha qui a des difficultés à doubler parce que manque de puissance, parce que tout ce que tu veux, bah il se passe ce qui se passe, c'est compliqué en course. La seule qui marche presque aussi bien que la Ducati, c'est la Aprilia. C'est ça. C'est ça. Grosse domination italienne. Après, concernant les Ducati, c'est aussi qu'ils ont, comme tu dis Cyril, ils sont intelligents. C'est ce qu'on disait, il me semble, dans le dernier épisode. C'est qu'en plus de ça, eux, ils ont des pilotes, par exemple la wildcard de Pirot. De Pirot, enfin ça reste un pilote Ducati, c'est pas n'importe qui non plus comme pilote. Enfin c'est intéressant pour eux d'avoir un pilote en plus qui peut leur rapporter des informations en plus, et je trouve ça vraiment pas déconnant de leur part de l'avoir fait rouler ici, donc ouais, je suis d'accord avec toi, c'est quand même ils ont une manière de faire qui est très intelligente, et ça se ressent dans la manière dont Pecco gagne ses victoires de toute façon. Moi je suis gêné quand on vient de dire ouais mais Ducati c'est parce qu'ils en ont 8. Au bout d'un moment, on voit ce qui s'est passé en fin d'année dernière, quand il a fallu, quand les équipes privées, elles ont dû choisir qui les équiper. Il s'est pas passé. On avait 8 Honda, 8 Yamaha et 8 Ducati, et à la pièce, on a choisi de mettre 8 Ducati. Hein. Tout le monde avait la possibilité d'équiper plein d'équipes. Ducati a fait des choix. Technologique et aussi certainement de coûts d'équipement des équipes privées qui sont le meilleur compromis technico-budgétaire. Et il se passe ce qui se passe. Tu files des motos qui fonctionnent à des pilotes qui sont bons, même des rookies, et ben ça performe. Et après, la preuve, on le voit avec Bezzecchi et Marini. Exactement. Et tu peux pas aller reprocher après à des équipes de dire ouais machin, vous avez trop de motos. Je suis désolé, non. C'est pas possible. C'est si encore il y avait 32 motos sur la grille et qu'au final t'en choisis 24 au tirage au sort, mais c'est pas ce qui se passe. Et si les autres veulent, si les autres constructeurs veulent revenir à niveau, bah va falloir être compétitif. Et là il y a pas de choix. Et qu'on vienne pas me dire après c'est des problèmes de budget, parce que je pense pas que le budget de Ducati soit énormément supérieur au budget de Yamaha ou de Honda, encore moins de Honda. Après, c'est des choix stratégiques. Alors, c'est surtout dirigé à Lynn Jarvis. Si tu nous écoutes, révise un peu, parce que quand il va en interview et qu'il dit oui, c'est gentil, mais Daligna, il a beau être intelligent, ses évols elles coûtent cher. Et ben, Kikito trouve des solutions moins chères et va plus vite, et c'est tout. Et voilà, enfin, quand tu vois la gestion des pilotes l'année dernière chez Yamaha quand Vignales part, et la gestion cette année quand Dovizioso part, mais c'est catastrophique. Qu'est-ce que tu vas, un Crutchlow qui va aller se taper la tournée outre-mer avec ses mécanos et tout le bordel. Mais qu'est-ce qui ça va faire comme Watanabe va prendre des tours. Ce qui est assez surprenant en plus de ça, parce que Crutchlow c'est quand même le premier, bon c'est le pilote d'essai d'accord, c'est quand même le premier pilote, je me souviens d'une interview de lui où il dit moi c'est pour ça que j'ai arrêté la moto, c'est que j'en ai ras-le-bol de me taper des allers-retours entre les pays
entre les pays et de me farcir des allers-retours en avion, ça me gave, j'ai envie d'être chez moi pépère, quoi. Enfin, dans les grandes lignes, c'est ce qu'il disait. Bah, j'espère que t'as toujours ton passeport, hein, parce que... Ouais, moi je suis content de le revoir rouler, mais je pense que tu vas être moins contente. Ça a se poser Ouais, c'est clair. Non, bah, après, c'est juste que je suis un fan de l'époque Crutchlow-Miller. Mais du coup, je trouve ça assez étrange. D'un côté, je trouve ça intelligent parce que c'est leur pilote d'essai, et d'un côté, je me dis, est-ce que Crutchlow, il a vraiment envie d'être là? C'est peut-être pas la technique la plus intelligente, mais on verra. Mais ils ont pas le choix. On verra. Enfin, de toute façon, ils sont obligés d'aligner des motos. Et voilà, enfin, la seule solution, c'est le pilote d'essai. D'essai, quoi. C'est-à-dire. Par contre, pour en revenir sur les Ducati, quand je me suis refait la course là, MotoGP, je me suis fait la réflexion, mais les Ducati avec leurs ailerons, ça devient des porc-épics en fait. Hein. Ça ressemble plus à des motos, c'est un délire. Bah après, moi je pense que c'est lié au fait qu'ils ont eu plusieurs fois des ailerons qui ont pété suite à des contacts, des ailerons avant. Et je pense que les ailerons arrière, ils leur permettent de stabiliser la moto. Justement quand ils perdent un aileron avant. Après, je suis pas sûr, hein. Mais ça, il faudrait qu'il l'explique aussi. Est-ce que c'est pas juste un genre de poisson d'avril, histoire que les autres marques se mettent à développer ça alors que ça sert à rien et de leur faire perdre du temps? Mais arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais c'est comme c'est Honda qui parlait des ailerons ce week-end, si je dis pas de bêtises, avec Bradle et Espargaro sur les tests qu'ils avaient fait sur les ailerons avant, où ils disaient que c'était super. Alors je sais plus sur lequel des deux ils avaient mis des ailerons qui étaient très très imposants sur le devant. Ils disaient que c'était super parce que du coup la moto ne cabrait plus, mais par contre que pour freiner c'était un enfer. Pour rentrer dans les freinages, et que du coup ils avaient bidouillé tout le week-end sur la moto du second pilote pour essayer de garder ce truc où la moto cabrait pas et entrer mieux dans les freinages. Ils sont au courant qu'il y a des tests mardi et mercredi quand même. D'accord. Mais il me semble que c'est Honda, j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que de mémoire c'est ça, et c'est comme d'habitude c'est Danilo qui en parlait sur Canal, parce que de toute façon c'est l'œil de lynx de la méca dans les paddocks, mais c'était intéressant. Mais oui, en effet, maintenant que tu le dis, c'est un peu con de gérer ça pendant le Grand Prix alors que t'as des tests sur la même piste, quoi. Bah ouais, t'as des tests sur la même piste, et tu peux, enfin, tant que t'as des motos, tu peux tester, quoi. C'est-à-dire que si tu veux envoyer Bradle, Paul Espargaro et Marc Marquez avec des équipements différents, tu peux le faire, quoi. Il suffit juste d'avoir des mecs. De toute façon, c'est pas pour ce qu'ils font en course autant qu'ils testent des choses, hein, autant que ça leur soit utile de venir rouler sur les circuits. Hein. C'est vrai que c'est pas faux. Parce que bon, tu regardes ce week-end, Marquez n'est toujours pas là. Marquez est toujours en tête du championnat chez Honda, quoi. Donc, à un moment donné, il va peut-être falloir se réveiller aussi chez eux, quoi. Paul Espargaro, ça donne pas envie d'être dans sa tête chaque week-end, non? Je comprends pas. Enfin, j'en reviens toujours à KTM. Je comprends pas. Comment tu peux, quand t'as Gardner et Fernandez qui se passe ce qui se passe, c'est-à-dire que t'as vu que ton développement moto il est pas bon, donc t'as filé une moto que tu assumes pas bonne à des rookies, bon tu leur mets une balle dans le genou direct et tu leur dis cassez-vous, et tu vas rechercher un mec qui est parti 2 ans avant, et ok, il a connu la moto, il l'a développé, tout ce que tu veux, mais je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Après, on le verra peut-être l'année prochaine quand Pedrosa aura passé une intersaison de plus sur le machin, mais je sais pas, peut-être que la moto est trop légère et ils avaient besoin de quelqu'un avec un ego très lourd pour pouvoir la faire rouler. Ah non, au contraire, elle est super lourde, la KTM. Ouais, non, je suis un peu comme toi, je suis un peu perplexe par rapport à Pedrosa, n'importe quoi. Et Espargaro chez KTM. Mais bon, on verra ce que ça donne. Après, autre point qui m'a plu, c'est la confirmation. Oui et non, quoi. C'est le fait de voir que Viñales, il continue sur sa lancée. Bon, il s'était un peu loupé le Grand Prix précédent. C'était un peu moins bon, mais là, il a retrouvé un rythme intéressant, et puis en course c'est solide, quoi. Donc c'est plutôt cool, quoi. Ouais, j'ai trouvé qu'Espargaro était moins dedans pour le coup côté Aprilia. C'est ça. Après quand on a un qui est un peu mieux, l'autre est un peu moins bien, c'est dommage. Parce qu'il va falloir être bon sur toute la saison.
Ouais, c'est ce que je disais dimanche. Je pense qu'ils vont pas rester copains très longtemps, les deux. Hein. Si Vignales continue sur sa lancée. Bah, il se passera ce qui se passera. Hein. C'est-à-dire que. Après, on a passé rapidement l'info, mais c'est vrai que je suis impatient de voir ce qui va se passer sur les Aprilia. RNF. Ouais, parce que RNF, ils ont montré qu'ils savaient exploiter du matériel, pas toujours de manière régulière, mais ils avaient fait des belles choses avec Quartararo et Morbidelli. Donc, à voir. En plus, les pilotes sont quand même Oliveira. C'est, à mon avis, l'une des meilleures pioches du mercato. Je suis pas sûr, hein, mais... Mais même Fernandez, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis curieuse. Je sais pas ce que Olivier t'en pense, mais moi, je suis quand même très curieuse de voir ce qu'il va faire sur une Aprilia, parce que les Aprilia, si ça continue comme cette année, elles tournent plutôt bien. Oh bah, c'est clair, ouais. Après, il peut y avoir encore beaucoup de choses qui se passent, mais s'ils continuent sur leur lancée, et je pense que ça fait 2 ans qu'on dit, s'ils continuent sur leur lancée, ils vont faire des belles choses. Ouais, ça va être intéressant. Effectivement. Elle a l'air complète aussi, cette Aprilia. Enfin, elle est pas, elle a l'air à l'aise vraiment partout aussi, comme la Ducat en fait. Et ouais, c'est vraiment intéressant. Après, c'est ça qui est intéressant, c'est que les écuries satellites ou privées, elles ont maintenant la capacité de choisir. Et tu vois, le fait que VR46 et Gresini passent chez Ducati, que là on voit RNF qui switch chez Aprilia. Donc, alors après, c'était finaux, hein, parce que quand ils ont annoncé qu'ils passaient chez Aprilia, il y avait que Aleix qui était performant. Ouais. Donc, il y a quand même un sacré pari. Il y a quand même un pari qui est assez osé, on va dire. Mais déjà, ils arrivent à montrer que c'est pas une moto monopilote, et ça, c'est intéressant. Parce que voilà, moi, tu me dis demain, tu récupères, tu vois, même Lucio Cecchinello. Moi, c'est le team manager avec Poncharal que j'aime le mieux, parce qu'il est assez franc dans ce qu'il dit. Et bon, là, Cecchinello, le voir galérer avec des Honda dont il sait pas quoi faire d'année en année, ça me fait un peu de la peine, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que voilà, quand on te dit voilà, tu vas encore être avec les Honda l'année prochaine, bon là ils vont changer de pilote, enfin, peut-être le deuxième, mais on verra, quoi. C'est bon pour vous avez des choses à rajouter? Zarco, moi je suis déçu, mais bon, on est dans le trou. Enfin, je suis déçu. Sur ce qui s'est passé sur cette course-là, il ne peut pas grand-chose, le pauvre. Ouais, c'est ballot. Ouais, c'est ballot. Mais moi, je suis assez surprise qu'il n'y ait pas eu d'investigation sur l'accident de début de course, hein, pour le coup. Si, ils ont fait. Ils l'ont dit? Oui, il y a eu une investigation en cours, et puis ils ont dit qu'il n'y avait pas d'action supplémentaire au bout de quelques. Mais c'est dingue, hein, pardon, je suis en boucle avec ça, hein, mais quand on dit à Fabio qu'il fait des dépassements trop ambitieux, qu'il fout même pas à terre Espargaro, qu'Espargaro peut finir sa course, et que derrière t'en as un qui fait un dépassement qui fout 3 pilotes à terre, 3 pilotes qui se sont pris des gamelles quand même, qui auraient pu être dangereuses, et il se passe rien. Enfin, en fait, je sais pas, c'était l'heure de l'apéro et la direction de course, elle s'est dit la flemme. Enfin... Après, quand ça roule en paquet, la chute, c'est la chute, sûr, le contact, mais du coup, c'est pareil que ce qui se passe avec Nakagami quand il se loupe au freinage au terrain, mais c'est moins violent quand même pour Binder, mais encore une fois, il faut que ce soit équilibré dans le choix des sanctions, et ça l'est pas. Moi, c'est ça qui me rend dingue, et on a la même discussion à chaque épisode, j'ai l'impression, mais là, en l'occurrence, t'as une investigation pour rien. Enfin, moi, ça me choque pas qu'il y ait rien de décidé. Enfin, en vrai, ça arrive. Zarco, il a qu'à pas foirer son départ comme d'habitude, et puis c'est marre. Hein, il serait non, mais avec des scies, tu coupes du bois, ça aurait apporté quoi. Binder, tu lui mets une pénale, ouais, bah super. Il va faire quoi, top 12 au lieu de top 11, super. Enfin, je sais pas. Non, mais sans vouloir être méchant. Ça tire à balles réelles. Oui, ça tire à balles. Non, mais je suis d'accord avec toi. Plusieurs auditeurs blessés. Hein. Désolé les fans de Binder. Non, mais c'est pas contre Binder que je dis ça en plus, hein, mais ouais, passons à autre chose, quoi. Enfin, là, moi, je suis déçu pour Michele Pirro, quoi. Il avait une belle course à faire. Mais c'était pas déconnant, au final, hein,
son début de week-end Non, pour c'est un vrai. mec qui avait pas roulé dans la catégorie depuis un petit moment. C'était pas, on lui jette pas la pierre, quoi. Ah oui, vu qu'on est à fond sur la direction de course aussi, on n'a pas parlé des 3 secondes de pénalité à Watanabe. Vas-y, Ah fonce. non, ça- Qui dans Vas-y, Olivier, t'as l'air qui chaud dans pour te. le dernier tour s'écarte assez gentiment, faut le dire, fair play, de très, très fair play. Le japonais, il s'écarte pour laisser la tête de course bourrée, voilà, et il prend 3 secondes. Mais ça. C'est quand même magnifique. Ah là là. Ah, c'est Ça beau. n'a aucun sens, hein, vraiment. Moi, j'aimerais être dans leur tête quand ils prennent les décisions, des fois. Mais hein. qu'est-ce qu'il fait là, ce pilote? Allez, 3 secondes. Mais il laissait passer les gens. Je veux pas le savoir. Mais surtout que s'il il les avait pas laissés passer, il serait pris un drapeau, en fait. Donc, dans Bah tous les ouais. cas, c'était la chose à faire. Ou alors, ils se sont dit non, on lui a pas donné le drapeau. Mec, tu fais ton travail avant nous. Eh, Freddy, mets-y 3 secondes. Mais avec Q-Sec et mets-y 3 secondes, vas-y. C'est ça, ils étaient encore au Macumba. Ouais. Ils avaient pas On d'éculé. a parlé du N'empêche que Macumba sinon- Club. Sinon, on prend Q-Sec à chaque fois que la direction de course prend une décision de merde. Ah, putain. ça va être compliqué. Voilà, Je pense que à la mi-moto 2, on roupille, quoi. c'est ça, tu fais un bingo des décisions les plus stupides de la direction de course, je pense que t'es vite bourré, quoi. Il y a un concept à lancer, hein. Ouais. Ah, long lag pour C'est Zarco. bon. Pour Zarco. Ouais, non, mais. C'est ça. Oui, Ouais. il semblerait qu'on a fait le tour de la MotoGP. Oui. Donc, on va pouvoir faire juste un petit point rapide sur les dates des prochaines courses côté Frenchy et autres joyeusetés. On a la Red Bull Rookies Cup qui revient le 17 et 18 septembre à Aragon en même temps que le Grand Prix. On a le World Superbike le 9 et 11 septembre à Manicourt, donc l'épreuve française. On a le 23 et 25 septembre sur le circuit de Paul Ricard, la dernière manche de la saison du French Superbike. Donc encore une fois, je vous invite, si vous avez l'occasion d'y aller, à aller voir ce type de course qui change de la MotoGP, mais qui est pas moins intéressante. Et avant de conclure, un petit mot un peu plus positif que la fin de du dernier épisode, puisqu'on a eu des nouvelles plutôt réjouissantes de Amaury Misera et de Gino Rea, qui sont tous les deux plus ou moins sortis d'affaires et de retour chez eux pour avoir une convalescence à domicile. Donc encore une fois, on leur souhaite tout le meilleur rétablissement possible et on est content de savoir que tout s'améliore pour eux. Non, je vais juste rajouter un petit mot, ça va être un petit message personnel. Si vous êtes le 15 août l'été au Grand Bornand, allez à la station, ils organisent un super concours bien con, c'est-à-dire qu'ils montent des tracteurs en plastique en haut du village et ils descendent évidemment, vu que c'est dans les collines et dans les montagnes, c'est une descente assez fun. C'est très animé et c'est super marrant. Donc si vous êtes dans la région le 15 août, profitez-en, c'est super sympa. C'est gratuit, il y a plein de trucs pas chers à boire et on se marre bien. Voilà. Il y a tout ce qu'il Allez faut. au Grand Bornand, il y a de la tartiflette, il y a de la bière pas chère et c'est trop bien. Alors, Et un les 15 août, vidéos- faut et les vidéos de s'accrocher un 15 août, la tartiflette. Je te rassure, ça passe très bien. Quand N'hésitez t'es pas à nous envoyer les vidéos, surtout si vous y allez. Hein. au bout de la 5e bière, je vais bien te croire que ça passe Ouais. bien la tartiflette. En même Ouais. temps, faut au moins ça pour te réconforter avec le bruit de tracteur et de tronçonneuse à côté C'est de pas toi. vrai. Alors c'est des tracteurs en plastique, donc ils font pas de bruit. Mais effectivement, les tronçonneuses prototypes, c'est beaucoup plus rigolo. Ouais, tu Sur le m'étonnes. proto V4. C'est ça. Avec livret spécial de tronçonneuse pour Ouais, l'occasion. j'attends la livrée spéciale, ouais. Ok. Vive les Savoyards! C'est bon pour vous, du coup, Ouais, Cyril, c'est bon, ouais, j'ai t'as passé mon message personnel. Ok. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour le débrief du prochain GP qui aura lieu le 18 septembre à Aragon en Espagne. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur Discord, Twitter et Facebook sur lesquels on est plutôt actifs pour débriefer toutes les actus moto. Et vous pouvez retrouver le podcast sur Deezer et Spotify. Merci Olivier, merci Cyril, c'était un plaisir de vous Merci retrouver à toi. aujourd'hui. Ouais, c'était chouette. Salut à Salut. tous. Donc c'est plutôt chouette à suivre et ça montre un autre côté de Marc Marquez, donc c'est plutôt chouette, surtout. Pardon, j'ai mon chat qui vient de sauter sur l'ordi. Je suis désolée.
Oh la vache, 33 minutes déjà. Bim. Ouais, c'est clair. Bon, après, il n'y aura plus rien à dire sur les courses. Hein. Bah non. Victoire de Marquez à Aragon. Il sera pas à Aragon si Mais on si, fait sur il la va y aller, course. je te dis qu'il va y aller. Ouais, je suis sûr qu'il Il va va y y aller. aller avec un bras et les yeux fermés.